Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Pas d'économie sans industrie, c'est l'avis des spécialistes et nous en avons 4 ce soir pour parler des défis face à l'industrialisation au Mali. Comment les relever? El Hadji Lanfia Kamara est le premier vice-président de l'Organisation patronale des industries. Il est au téléphone. Professeur Abdoulaye Niang, directeur du centre de recherche Séné. Dr Abou Draman Koulibaly est le chef du département économie, comptabilité, gestion à l'université de Bamako. Et Khalid Dambélé, économiste au Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale. Je suis Mohamedou Touré. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Je le disais, nous allons parler ce soir d'économie et quels défis face à l'industrialisation au Mali. Professeur Abdoulaye Niang, quels sont les défis à relever dans le domaine de l'industrie au Mali? Les défis, en réalité, si on veut les parler honnêtement, le défi est particulièrement que nous ne disposons pas de nos terres agricoles. L'Office Niger, qui a 1 million d'hectares de potentiel pour produire le riz, mais aussi les tomates, les fruits et légumes, n'appartient pas au Mali. Or, si vous voulez avoir de l'industrie agricole, il faut qu'il y ait la sécurité foncière. Et il faut qu'on sorte de l'instabilité judiciaire. Mais c'est caché de nous que l'Office Niger appartient à la France et que quand les Américains sont venus dans 1977, par exemple, pour qu'on développe du riz au point où on peut aller, l'Office Niger, au point où on peut aller à l'industrialisation, ça a été bloqué. C'est le ministère de l'Agriculture américain qui me l'a dit d'abord. Quand moi-même, je suis venu en 2007-2008 pour développer à travers la CEDEAO l'Office Niger, le potentiel de l'Office Niger, et on a créé EcoRice, ça a été bloqué. Les Nigérians, tous les 15 pays de la CEDEAO étaient actionnaires pour aller à l'industrialisation. Mais qu'est-ce qu'on a amené? On a amené des faux jeux. On a amené, sous le couvert du gouvernement, d'abord le riz, l'opération riz que Modibo Sidibé avait amené, et qui n'est pas basée sur l'industrialisation, mais le commerce. Amener l'engrais et puis donner aux paysans, alors que c'est nous qui avons décidé à Malabo de donner 10% du budget à l'agriculture, mais pas l'agriculture comme ils l'ont lancé. Mais le plus important aussi est qu'il crée l'insécurité foncière aux résidents. Donc l'agriculture industrialisée, il faut l'oublier. Nous l'avons amené par nos propres moyens, la Fondation Niang, Abdoulaye, les Israéliens pour venir développer l'agriculture, mais en particulier à Samanko, où il y a 1115 hectares que les Français ont créé le titre foncier le 17 juillet 1959, n'est-ce pas? Ça n'a pas été possible, parce que venir avec les Israéliens sur un titre foncier agricole français, ils ont détruit seulement ma ferme. Ils ont trouvé des artifices pour transformer un titre foncier en quelque chose d'autre qui n'est pas ce qu'il est. Mais on est en train de résoudre ce problème-là, ça va être résolu. Parce que c'est l'intelligence qui compte beaucoup, ce n'est pas l'énergie. Donc l'agriculture, je vous dis, la sécurité foncière où le potentiel existe pour qu'on crée la croissance économique globale à partir des produits aussi stratégiques que le riz, aussi stratégiques que les fruits et légumes, nous ne l'avons pas. Et qu'est-ce qu'on fait? On importe des autres pays. Je vais continuer tout juste sur un autre plan. Le riz que nous mangeons aujourd'hui n'est pas de qualité nutritionnelle. Nous avons amené Malo avec 7 millions de dollars de potentiel pour produire les vitamines susceptibles d'amener la bonne nutrition. Je peux vous garantir que nous avons mis pratiquement 5 ans pour même avoir l'électricité à Kalabankoura ici, tout près du bureau de l'énergie, entre le marché et le bureau de l'énergie. N'est-ce pas? Nous n'avons pas pu avoir le courant. Et on a perdu les Américains qui étaient des partenaires, ils sont partis. Nous avons perdu d'autres Africains, ils sont partis. Nous sommes restés avec nos fonds propres. Et toutes les fois qu'on va pour demander l'électricité, d'eau dire. Malheureusement, la famille Niang n'a pas comme doctrine
d'Audi. D'accord. Donc, si je peux tout juste finir, on a eu, par la force des choses, 1500 tonnes à produire l'année dernière de riz fortifié. Mais en amenant les vitamines de la Chine. Alors que le Mali était choisi pour la production de vitamines pour l'Afrique de l'Ouest. Et maintenant, on vient de transférer ça en Côte d'Ivoire. Ils ont été bloqués parce qu'il y a de la science là-dedans qui n'ont pas, et ils voulaient qu'on vienne leur donner la science. On a dit non. Les Sénégalais vont le faire en décembre, on dit non. Donc, si vous voulez, le Mali n'est pas un pays à industrialiser sur là où la plus grande partie de la population se trouve, parce que simplement, il y a une mauvaise politique. Et l'autre partie qui est source d'industrialisation, ce sont les mines. Le Mali, aujourd'hui, a peut-être 13, 14, 15, 16, on ne sait même pas le nombre, d'industries minières. Et il n'y a aucune industrie minière où le Mali est majoritaire. Ils sont toujours 20% et 80% pour les étrangers. Nous avons voulu le changer pour amener à 45% pour le Mali, mais 40% pour les non-africains et 15% pour les Africains. Ça n'a pas été possible, alors que la Guinée a accepté d'aller à 35%, mais ils ont été butés. Le ministre d'État de la Défense est venu nous chercher pour qu'on aille les conseiller. Mais donc, tant que le Malien ne sort pas de la méchanceté, tant que ces gens-là qui ont pris le pouvoir il y a 25 ans, ou l'ère métropolitaine de la démocratie, qui se plaisent dans le commerce du basin au lieu de l'usine de basin, qui se plaisent dans l'importation du thé chinois et nous-mêmes produire du thé et l'exporter en brut, et puis après ils prennent d'autres thés industrialisés, n'est-ce pas, à valeur ajoutée forte. Tant qu'on ne sort pas de ça, je peux vous dire, il n'y aura pas d'industrialisation au Mali. D'accord. El Hadji Lamfia Camara, vous êtes le premier vice-président de l'Organisation patronale des industries. Au-delà de l'accès foncier A, on me rappelle que El Hadji n'est pas encore disponible. Alors, Khalid Dambélé, est-ce que vous voyez d'autres défis au-delà de l'accès à la terre agricole? Justement, moi je crois que le professeur a évoqué un point qui me semble être d'une importance assez particulière, c'est justement le fait qu'aujourd'hui nous disposons quand même d'énormes terres cultivables, mais qu'on voit que le taux de pauvreté et l'insuffisance alimentaire, l'insécurité alimentaire est à un niveau qui peut nous laisser, on se demande mais finalement où est la cohérence. Mais au-delà de ces défis-là, moi je crois qu'il y a aussi le défi du capital humain, parce qu'on parle d'industrialisation, on parle de transformation, ça concerne quand même de bousculer même la structure de l'économie, et cela ne peut pas se faire sans pour autant investir dans le capital humain. Je ne parle pas de la main d'œuvre. Aujourd'hui, vous allez me dire que le Mali a un taux de croissance démographique de 3,6%, avec en moyenne 6 enfants par femme, avec 49% de la population qui ont moins de 19 ans, avec un certain nombre de presque, si vous voulez, 60-65% de la population qui est jeune. Non, finalement, on se demande, mais avec cet énorme taux de démographie, ça va nous servir à quoi? Parce que la main-d'œuvre en soi n'est pas une ressource, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je crois qu'aujourd'hui, si nous voulons vraiment aller dans un processus d'industrialisation, il faut effectivement investir dans le capital humain, mieux former nos jeunes. Mais au-delà de cela, vous avez le défi de l'infrastructure. Aujourd'hui, nous manquons de routes. Aujourd'hui, nous manquons de chemin de fer. Aujourd'hui, nous avons un problème de capital au sens des machines de transformation. Moi, je crois que c'est là aussi l'un des défis à relever aujourd'hui au Mali. Construire davantage de rouges, faire en sorte que les trains puissent circuler de façon régulière, faire en sorte que l'énergie soit disponible, parce qu'on parle d'industrialisation, la machine ne fonctionne pas sur la base du néant. La machine fonctionne justement sur la base de quelque chose qu'on appelle de l'énergie. Et même, parlons-en, l'énergie pour l'usage domestique n'est pas suffisante. À plus forte raison pour l'usage commercial. Donc aujourd'hui, je pense que l'un des défis les plus majeurs aujourd'hui, c'est comment faire de telle sorte que les Maliens puissent suffisamment avoir d'énergie, non seulement pour leur usage domestique, mais aussi dans l'optique commerciale d'industrialisation. Je vais terminer là-dessus. Moi, je crois qu'il y a un fait aujourd'hui qu'il faut relever. On parle d'industrialisation, on parle de mesures d'industrialisation. Tout ça relève de ce qu'on appelle une vision politique. Moi, je pense que depuis d'il y a longtemps aujourd'hui, je vais peut-être un peu être exagéré, mais je pense que l'homme politique malien de notre époque n'a pas cette culture de la vision. Parce que l'industrialisation, avant tout, pour ceux qui en connaissent, savent que c'est une question d'abord d'idéologie. C'est une question de vision. C'est une question, si vous voulez, de stratégie, mais aussi de planification. Ça ne tombe pas du ciel. C'est quelque chose qui est réfléchi. C'est quelque chose auquel on croit. Il ne s'agit pas de faire des forums, il ne s'agit pas de faire des réunions. Il faut avoir d'abord la volonté, nourrir cela
au fond de soi, se dire que c'est l'une des meilleures façons de nous faire développer. Parce que si vous voyez aujourd'hui, la croissance économique malienne qui, 2017, était à l'ordre de 5,3%, je parle de la croissance réelle. Quand on voit la répartition sectorielle du PIB, vous en conviendrez avec moi que le primaire sort haut la main avec l'agriculture devant comme la locomotive. C'est comme si vous nous dites aujourd'hui que l'agriculture est la locomotive de la croissance économique. L'agriculture, c'est quoi? C'est la pluviométrie, autrement dit le hasard. Le développement économique du Mali ou bien la croissance économique du Mali est basée sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Personne ne maîtrise la pluie. D'où la nécessité de chercher une alternative effectivement à cette chose-là. Parce que lorsque vous regardez les matières premières que nous exportons, aujourd'hui on nous dit effectivement que nous sommes premiers exportateurs de coton en Afrique de l'Ouest. C'est ce qui est vrai. Lorsqu'on regarde l'or, on sait que dans l'exportation, l'or est contributeur. On sait que les bétails sont contributeurs. Mais à quel état? À l'état brut. Et pour ceux qui savent, l'expérience nous a démontré que c'est en matière d'exportation et d'importation, c'est les produits industriels qui sont en grande valeur ajoutée, pas les matières premières. Donc ce qui aujourd'hui prouve à quel point on doit quitter ce système-là. Juste une dernière chose, en parlant de vision, quand vous regardez l'allocation du budget, selon la répartition autant pour moi du budget, vous vous rendrez compte que à quel point la vision n'existe pas. Parce que l'industrie sort avec 0,03%. Tandis que l'agriculture se tape 15%. Mais où est la cohérence si toutefois on a vraiment une vision d'industrialisation? Donc moi je pense que voici un certain nombre de choses en rapport non seulement avec les facteurs de production, les machines, l'état de la route, l'infrastructure de production, mais aussi la compétence humaine, le capital humain. Mais au-delà de cela, moi je pense que tout doit être cohérent dans une vision politique assumée avec une volonté de réforme structurelle. D'accord. Alors, docteur Aboudraman Coulibaly, on dit qu'il n'y a pas d'économie sans industrie. Pouvez-vous nous expliquer le lien? Oui, d'abord, je tiens d'abord à vous remercier. En fait, juste une rectification. C'est plutôt le complexe universitaire de Kabbalah, pas l'université de Bamako. Oui. Effectivement, mes deux prédécesseurs ont abordé la véritable problématique. Si nous devons revenir à cette première thématique, le principal défi qui s'impose au Mali aujourd'hui, le Mali n'a pas une véritable politique industrielle. C'est ça le véritable problème du Mali. Parce que l'accès au foncier industriel, l'accès notamment à une vision à long terme du capital humain, se retrouve comme étant des éléments constitutifs d'une véritable politique industrielle. Et c'est ce qui manque au Mali. En 1960, lorsque vous regardez les statistiques économiques au Mali, on avait 34 unités industrielles. En 1960 déjà. Et à partir de 1976 jusqu'en 1974 jusqu'en 1978, il y a eu un plan quinquennal. Nous étions 34 unités industrielles. Et le Mali va adhérer à l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, à partir de 1984. Ouais. Et en 1995, le Mali va adhérer à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Donc lorsque vous regardez ces périodes, véritablement, on a une politique industrielle réelle, de 1960 jusqu'en 1983. À partir de 1984, la majeure partie des politiques industrielles du Mali seront notamment des injections de la communauté internationale, notamment des programmes d'ajustement structurel, l'existence de la Banque mondiale, de telle sorte qu'aujourd'hui, on n'a plus véritablement une politique industrielle qui nous appartient, qui soit véritablement inclusive. Et ça, c'est ça le problème réel. Si nous faisons l'état des choses aujourd'hui, lorsqu'on regarde les dernières statistiques même de l'Organisation patronale des industries, en 2016, il était dit que le Mali contient 876 unités industrielles et 150 industries véritablement. Et dans les 876 industries, il y avait 52% qui appartenaient au secteur minier, on avait 20% qui appartenaient à la métallurgie et le reste était dans le secteur alimentaire. Ouais, donc nous avons une mauvaise répartition des ressources en tant que telles et cela pose véritablement un problème. Le diagnostic devient encore très amer lorsque nous regardons l'environnement interne et externe. Vous avez, tout à l'heure, M. Khalil l'a dit, l'accès au foncier est un problème, l'accès à l'énergie est un véritable problème. Les problématiques liées à la lourdeur administrative, lorsqu'on veut créer une entreprise au Mali, les procédures, notamment de déclaration, prennent énormément de temps. Tout ce qui est lié à des questions liées à l'éthique et à la morale professionnelle, les questions liées à la corruption. Ces problématiques sont des problèmes réels, qui sont autant de pesanteurs qui plombent tout élan industriel au Mali. Et cela est vraiment regrettable parce que nous restons dans un goût inachevé. Le Mali est un véritable réservoir. Tout à l'heure, le professeur Nyang l'a dit. Déjà avec le fils du Niger, le Mali est un véritable grenier. Et on se rend compte que toute la production agricole du Mali sert à développer les autres pays de la sous-région. Tout est destiné à l'exportation. Pendant que nos unités industrielles sont en train de mourir. Et c'est les unités industrielles de la sous-région qui vont se développer. Et en 2004, il y a eu un plan quinquennal de développement industriel. Et dans ce plan quinquennal, il était prévu que
le PIB, l'apport de l'industrie dans le PIB devait passer à 12%. C'était déjà prévu déjà en 2004. Nous étions déjà à 4-5% déjà en 2004. Lorsqu'on fait un bilan aujourd'hui, avec la crise multidimensionnelle que nous connaissons dans le nord du Mali, aujourd'hui l'état de l'industrie au Mali est parfois délabrant. Vous avez 3 unités industrielles qui tiennent. Alors, lorsque nous enlevons Syrie HK, vous enlevez quelques unités industrielles au Mali, il n'y a absolument pas d'unité industrielle. Et il faut un véritable plan Marshall pour pouvoir notamment réformer le tissu industriel malien. Il faut d'abord engager des réformes par rapport au capital humain. Il faut revoir des programmes d'enseignement ici. Il faut former pour l'industrie locale. Donc, nos programmes d'enseignement restent en déconnexion totale avec la réalité du monde du travail. Le Mali, je rappelle bien, est un pays agro-pastoral à vocation minière. Donc, le trépied de notre économie repose sur ces 3 segments de l'économie. Il faut obligatoirement que les métiers de formation soient orientés vers ces filières pour pouvoir permettre à nos industries locales de pouvoir avoir une main-d'œuvre de qualité. Si nous avons un capital humain de qualité, il est évident que tous les autres obstacles qui sont liés à l'approche, que ce soit les facteurs techniques ou les facteurs financiers, pourront trouver une solution. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette question-là. D'accord. On va écouter le ministre du Développement industriel et de la promotion des investissements sur la question. Je vais citer le président de la République. Il a dit « Je serai le président de l'industrie, je serai le président de l'emploi ». Alors donc je pense qu'aujourd'hui, l'industrialisation du Mali est une obligation pour la relance économique, sinon le décollage économique du Mali. Vu qu'en ce moment, notre pays commence quand même, Dieu merci, à connaître une paix acceptable. Nous sommes un pays aujourd'hui qui va à grande vitesse vers la paix, vers la sécurité tant recherchée, mais quelle que soit la paix, quelle que soit la sécurité, lorsque nous ne développons pas les filières économiques et créer de la richesse et faire en sorte que chacun soit occupé à gagner quelque chose sur la base des efforts qu'il fournit, mais il n'y a pas de raison à parler de sécurité ou à parler de paix. Donc je crois que l'industrialisation est capitale, vitale et obligatoire pour le Mali. Nous y sommes, nous y allons et Inch'Allah nous réussirons grâce à l'aide des plus hautes autorités de notre pays. Alors, professeur Niang, le ministre vient de citer le président Ibrahim Boubacar Keïta qui disait « Je serai le président de l'industrie ». Et Khalid vient de le signaler tout de suite. Le budget qui est accordé au secteur de l'industrie n'est que 0,03%. Oui, vous savez, il faut dépolitiser le développement du Mali. On ne peut pas continuer à dire des choses et faire le contraire. On a dit l'année 2014 était la lutte contre la corruption. La corruption la plus élevée, c'est pendant cette année-là. Et quand il y a la corruption engrainée dans un pays, tu ne peux pas l'industrialiser. Ce n'est pas possible. Je vous ai dit, on est venu avec 7 millions de dollars, avec un projet d'un étudiant aux États-Unis, qu'on a pensé qu'il y a un potentiel parce que tout le monde mange du riz. Et on mange du mauvais riz. Du riz importé, c'est mauvais parce que c'est du riz qui est resté pendant longtemps. On amène une industrie première en Afrique pour corriger au moins le riz qui est produit à l'office nigérienne, pour corriger sa déficience par rapport aux vitamines. Mais on le tue. Parce que en Taïdouala, c'est ça la vérité au Mali. Tu ne peux rien faire au Mali si tu ne donnes pas quelque chose quelque part. Et ce quelque part-là, ce sont eux qui sont en train de déclarer les décisions. Alors, donc, avoir 0,0%... Où se situe le problème? Est-ce un problème de volonté ou de stratégie? Je suis d'accord avec lui. Le Mali n'a pas de vision. On a développé une vision pour le Mali. L'état prééminent du Mali, c'est la vision de globalisation des relations co-entrepreneuriales, n'est-ce pas, à prospérité partagée qui amène la stabilité, la paix et la sécurité. On ne l'a pas pris. On a développé une stratégie. On a développé un modèle. Ils n'ont pas pris. On les a même dit mieux convoquer une réunion des Nations Unies au Mali, n'est-ce pas, pour adopter le modèle qui permet de minimiser le risque de menaces d'attaque et aussi qui permet de maximiser la réponse à la demande universelle du citoyen. Et on en fait un cadre pour modifier le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies et le chapitre 9 de la Charte des Nations Unies. Mais personne ne veut écouter. Non, celui-là, il est contre nous. Il n'est pas avec nous. Bon, quand vous gérez un pays de cette manière-là, vous savez, rien n'est possible. La France a amené sa co-entreprise nationale de mines de France en 2014. Après avoir amené Barkhane pour assurer la sécurité, ça n'a pas été possible. Ils ont évoqué la situation. Donc, depuis 2014, ils n'ont pas pu réussir. Donc, les régions sahariennes
qui sont les régions les plus importantes en matière de réserves minières, en particulier, et de réserves agricoles, de réserves en eau, ne sont pas ouverts à l'exploitation parce que simplement ceux qui sont là n'ont pas de vision. Ils auraient dû avoir une vision de relations entrepreneuriales entre les nations européennes, américaines et puis maintenant et l'Afrique. Mais au centre ici, le Mali. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que ce n'est pas possible parce que quand vous avez des gens qui disent « ouais, j'ai une politique, je suis ça », le président n'a pas de politique. C'est l'État du Mali qui a une politique. C'est lui qui parle là, le ministre. On a vu, il aime bien faire les panneaux avec lui et le président. Mais ce n'est pas ça le développement. Ce n'est pas ça l'orientation stratégique qu'on devait adopter aujourd'hui dans un pays qui est en crise profonde. Donc moi, ce que je veux dire simplement, il faut que la société civile se ressaisisse et en fait sienne deux objectifs. L'objectif de minimiser le risque de menace d'attaque sur nos pays, parce que si nous n'avons pas de politique de développement industriel, agricole, de produits finis, on n'aura pas satisfait l'objectif de maximisation de la réponse à la demande universelle du citoyen que nous avons mis en 80, on va pas dans le détail. Mais aujourd'hui, les Maliens qui sont là à la tête de la nation sont à comportemental et à déviation comportementale avérée par rapport à l'intégrité. On dit qu'on veut faire ça, la politique, allez-y le demander de sortir la politique. Il ne pourra pas le faire. Allez-y de demander de défendre la politique, ils ne pourront pas le faire. Parce qu'on ne met pas l'homme qu'il faut, n'est-ce pas, à la place qu'il faut. D'accord. Parlant de vision, on va écouter le ministre qui va parler de ces propositions. Okay. Nous avons une mission d'accompagnement. Nous allons réhabiliter toutes ces industries qui avaient des difficultés. Nous allons faire en sorte qu'elles soient réhabilitées. Et bien entendu, en compagnie des acteurs, en compagnie des partenaires, en compagnie des bailleurs de fonds. Nous allons faire en sorte qu'il y ait de la facilitation dans l'obtention des documents pour la création d'unités industrielles, d'entreprises en général. Nous allons faire en sorte que l'espace, que l'environnement industriel et même l'environnement des affaires soit vraiment fluide et acceptable pour tous ceux-là qui sont engagés ou qui souhaiteraient ou qui sont ambitionnés de créer quelque chose dans notre pays. Nous allons faire en sorte que les services chargés de la gestion ou bien qui sont chargés d'aider à la création des entreprises telles que des services comme API et autres puissent être vraiment des services accessibles à tout moment et que leur accession soit facile non seulement mais aussi que le temps pour l'acquisition d'un certain nombre de documents ou bien pour être en conformité avec les règlements qu'il faut pour pouvoir créer une entreprise soit un temps relativement court. Nous allons également faire en sorte qu'on puisse amoindrir certains coûts. Nous sommes en train de travailler et vous savez que sans énergie, pas d'industrie. Donc on travaille à tout et tout ce que nous sommes en train de poser en ce moment au sein du gouvernement concourt à mettre en place un environnement acceptable et un environnement sain pour vraiment des industries de grande valeur et des industries qui pourraient aider au développement du pays. D'accord, Dr Coulibaly, que pensez-vous de ces propositions du ministre? Oui, je rejoins le professeur Niang, c'est-à-dire que les idées sont très belles, les propos sont bien clairement définis, mais malheureusement, lorsqu'on regarde aujourd'hui le paradigme de la politique industrielle du Mali, on sent véritablement une contradiction avec la volonté politique réelle et les réalités sur le terrain. Il y a une véritable contradiction. Ce qui serait souhaitable, en matière de politique industrielle, il va falloir peut-être urgemment mettre en place une agence intergouvernementale. Parce que lorsqu'on fait un diagnostic, on se rend compte que les constats sont partagés par plusieurs départements à la fois. L'accès à l'eau, l'accès à l'énergie, le capital humain, l'accès au foncier industriel, une fiscalité qui reste encore trop oppressive par rapport à cela, une forte dépendance notamment des importations en hydrocarbures et des produits venant de la sous-région, autant de pesanteurs qui font qu'aujourd'hui, un seul ministère à lui seul ne peut pas supporter une telle charge. Ce qui serait souhaitable serait qu'on mette en place une agence intergouvernementale du Mali qui est chargée du développement industriel, qui va impliquer à la fois aussi bien les services de l'État, la société civile, les chercheurs, l'association des consommateurs, pour que nous puissions avoir une politique industrielle plus inclusive qui soit adaptée aux réalités maliennes. Parce que pour l'instant, aujourd'hui, nous n'avons pas de politique industrielle adaptée au Mali. Parce que si vous prenez le dernier rapport de l'ONIDI, l'Organisation des Nations Unies sur le développement industriel, le rapport a été clair. C'est-à-dire que le Mali, malheureusement, le Mali est un véritable réservoir
qui développe les économies de la sous-région. Parce que tout ce que nous produisons ici, n'est pas destiné à l'exportation. Mais au contraire, les unités industrielles du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et même du Bénin, quand on regarde aujourd'hui la grille des importations, vous verrez que 12% de nos produits, les produits qui rentrent dans le cadre des intrants industriels proviennent du Sénégal. 12% de la Chine, 8% de la Côte d'Ivoire, 9% du Bénin. Vous voyez que ce n'est pas normal. Alors que dans le cadre de la sous-traitance industrielle locale, il devrait y avoir des unités industrielles au Mali qui soutiennent des grandes unités industrielles dans le modèle économique que nous voyons. Comme ce qui se passe au Japon, ce qui se passe ailleurs, où Toyota est soutenu par des unités industrielles sous-traitantes qui soutiennent Toyota. Comment comprendre que la MINUSMA engage près de 1 milliard, plutôt 500 milliards de francs CFA, 1 milliard de dollars, que la MINUSMA dégage comme budget au Mali, mais sur les 1 milliard, la clé de répartition est faite de telle sorte que toutes les importations de la MINUSMA viennent de l'étranger. Alors que nous avons les unités industrielles locales maliennes qui ne rapportent aucun appel d'offres, aucun marché public, notamment de cette somme faramineuse. Donc il faut redéfinir carrément la politique industrielle au Mali. Si le Mali, notamment, veut s'engager dans le cadre de la bataille de compétitivité, à long, à moyen et à long terme, nous ne pouvons pas mettre en place une stratégie de développement à long terme avec le trio agriculture, mines et l'agropastoralisme. Il est donc important qu'une dimension pour nos activités. Il est très important que nous puissions avoir une vision à long terme en incluant les universitaires et notamment la société civile. Voilà. À vous, Khalil. Vous avez vu, lorsqu'on écoute les uns et les autres, on voit que la question effectivement de la vision revient. Imaginez, juste en 1960, au moment où nous prenons l'indépendance, le professeur Koulibaly l'a évoqué tantôt, il y avait cette vision-là, double vision, indépendance politique mais aussi indépendance économique. C'est justement ce qui a contribué effectivement à la création d'un certain nombre d'industries internes. Avec le coup de novembre 1968, on est revenu à la chose qu'on a vu avec le programme d'ajustement structurel. Donc, on voit que effectivement, on avait commencé à avoir cette vision des choses-là. Mais pour des raisons politiques, de considérations politiques, finalement, aujourd'hui, on voit qu'on revient quand même au point de départ. Mais le ministre a parlé quelque chose qui, moi, a attiré mon attention. Il parle d'améliorer le climat des affaires. Aujourd'hui, moi, je crois qu'on doit effectivement en tenir compte. L'industrialisation passe par l'investissement. L'investissement, vous en conviendrez avec moi, a horreur de l'incertitude, a horreur de l'instabilité politique. Tant que les entrepreneurs ne sont pas sûrs et certains qu'il y aura un retour sur l'investissement, tant qu'ils ne sont pas sûrs qu'il y aura une rentabilité sur le capital, ils ne vont jamais investir. Ils ne vont jamais aller dans ce sens-là. Or, aujourd'hui, lorsqu'on regarde la situation politique, non seulement au centre, mais au nord, ça ne rassure absolument pas. Le professeur Gang a tantôt parlé de l'Office du Niger. Aujourd'hui, on sait que toute la zone de l'Office du Niger a commencé c'est des localités quand même aujourd'hui qui sont sous tension. Moi, je pense que si nous voulons quand même aller dans une phase sérieuse d'industrialisation, on doit faire tout pour ramener d'abord la sécurité, la stabilité politique. Au-delà de cela, justement, la sécurité, le ministre disait que la situation avance à grande vitesse. Partagez-vous ce constat? Moi, je pense que le ministre il est dans son rôle lorsqu'il dit effectivement que ça avance à grande vitesse parce que quelque part, ils sont chargés d'avancer cela en grande vitesse. Mais moi, je pense que de mon point de vue, aujourd'hui, lorsqu'on regarde la situation, le constat, il est amer. C'est quoi le constat? Le constat, c'est qu'en 5 ans, la situation s'est dégradée. Le constat, c'est quoi? Le constat, c'est qu'on multiplie chaque année le nombre de forces de l'ordre, mais qui sont en difficulté. Le constat, c'est quoi? Le constat, c'est que je ne suis pas spécialiste en sécurité, mais il est clair que pour gagner la guerre contre le terrorisme, c'est l'information. Le constat, c'est que depuis 1960 jusqu'à nos jours, très cher Touré, on n'a pas pu infiltrer ces gars-là. C'est pourquoi chaque fois quand il y a des attaques, nos soldats nous disent qu'ils sont surpris. Ils ne sont jamais en avance sur les autres. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, il faut effectivement de la même façon une vision stratégique d'industrialisation, mais aussi une vision stratégique soutenue à l'interne, pas à l'externe, pas imposée par le G5 Sahel, encore moins la MINUSMA, encore moins la Barkhane, mais par nos soldats maliens, qu'ils puissent eux-mêmes comprendre réellement comment doit se passer cette situation-là. Parce que la puissance économique, juste pour la petite histoire, ceux qui savent, on sait qu'aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, c'est 700 millions de dollars pour la défense. Et rien que pour la défense.
ils allouent un budget de 700 milliards de dollars juste pour la défense américaine. Mais ça doit réfléchir. C'est plus que le PIB de toute l'UEMOA. On se dit, mais écoute, pourquoi donner tout cet argent-là? Parce que la puissance économique s'accompagne avec une puissance sécuritaire. Tant qu'il n'y a pas la stabilité sécuritaire, l'économie n'est pas en force. Donc aujourd'hui, qu'ils nous disent effectivement que ça avance à grands pas, je pense qu'il est dans son rôle, il défend un bilan. Mais moi, je pense que la réalité nous montre autrement. Je pense que le gouvernement aujourd'hui a de quoi effectivement à se reprocher et à travailler dans ce sens-là. Pour terminer, on parlait d'énergie. Vous devez savoir que le Mali n'a pas de société d'exploitation et de patrimoine d'énergie. C'est inacceptable. C'est inacceptable pour un gouvernement qui s'est dit qu'ils ont la volonté, effectivement, d'industrialiser le pays. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On demande l'énergie à 2 pays, la Mauritanie et la Côte d'Ivoire. Ces gars-là, ils vont nous donner leur énergie sur la base de quoi? Sur la base, après avoir satisfait leur propre besoin. Il faut que les choses soient claires. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si nous voulons vraiment être indépendants en matière de politique, vision d'industrialisation, il va falloir commencer par une matière première nécessaire qui est l'énergie. Comment? En créant notre propre société d'exploitation de l'énergie. Sans cela, ça ne marchera pas. En entretenant, aujourd'hui, ils vont vous dire qu'il y a tellement de problèmes au sein même de l'EDM, finalement, on ne sait pas qu'est-ce qui pose tout ça. Les problèmes de corruption, le problème de leadership, il faut que ça s'arrête. Au-delà de cela, aujourd'hui, on va vous dire que les barrages ne sont pas entretenus, les centres électriques ne sont pas entretenus. Pour ceux qui savent, juste pour la petite histoire, pour le truc de Sélégué, sur les 4 groupes qui marchent, il n'y a que 2 aujourd'hui qui marchent. Balengue et Manantali, là-bas, c'est 5 sur 6. 5 groupes qui marchent, le 6e ne marche pas. À côté de cela, vous en conviendrez avec moi qu'il y a une demande sociale qui augmente. Il y a chaque jour des gens qui s'installent dans de nouveaux coins reculés, qui ont besoin d'électricité. Donc moi, je pense qu'il va falloir quand même non seulement entretenir déjà, faire en sorte que les barrages dont on dispose puissent davantage produire, mais aussi, encore une fois, je l'ai dit haut et fort, créer une société d'exploitation et de patrimoine de l'énergie. Sans cela, une vision d'industrialisation criée haut et fort n'ira nulle part, parce qu'il n'y a pas d'industrialisation sans machine. La machine fonctionne sur la base de l'énergie. Pour ceux qui savent l'histoire de la révolution industrielle au XVIIIe siècle, ça a commencé avec 2 choses, le charbon et la vapeur, qui étaient utilisés comme 2 sources d'énergie. Nous, peut-être qu'on n'a pas jusqu'à présent compris cela. D'accord. Les unités de transformation, pourquoi est-il si difficile d'en avoir au Mali pour transformer nos matières premières, professeur? La technologie existe, hein. Elle est accessible aussi. Parce que la technologie, tu peux aller les chercher partout au monde. C'est sans couleur. Mais tu peux me dire, est-ce que nous avons accès au marché financier mondial pour acheter ces machines-là? Oui, on a accès. Il ne faut que nous attendre. Le Mali est un pays où 3 mines d'or donnent accès à 10 milliards de dollars de capitalisation. 10 milliards. C'est Gungoto, Lulo, Morila, plus la entreprise avec la Côte d'Ivoire qui était en panne en 2012. Au moment où on partait en guerre, n'est-ce pas, on avait une capitalisation de 10 milliards. Ipsika Djourutala, le développement que Kidal Kadam Kidal Sanouye, lors de Kidal, pour leur sortir de l'économie criminelle, pour aller dans l'économie normale. N'est-ce pas? Mais on ne l'a pas fait. L'énergie, n'est-ce pas? L'énergie, le Mali est l'un des rares pays qui peut fournir une bonne partie de l'Afrique en matière énergétique. L'uranium de Faléa est de très grande qualité. Et toutes les mines aussi concentrées en Afrique de l'Ouest se trouvent en Guinée, le Mali et le Sénégal là-bas. Donc, si on transformait l'énergie comme on le fait en France, n'est-ce pas, en dehors d'être énergétiquement indépendants, ils ont été même une puissance militaire, une puissance crainte par tout le monde. C'est l'uranium du Niger. Le Niger qui est le dernier pays en matière de développement humain. Mais nous autres là, qui sommes des stratégistes, c'est très bien que vous ayez appelé 3 économistes aujourd'hui, en plus du ministre. Le ministre, c'est la politique. Il est payé pour ça et puis c'est pas la peine. Il faut qu'il chante. Bon, mais il ne faut pas qu'il continue à chanter parce que c'est nous qui les payons aussi. Il faut qu'ils disent quelque chose qui est réel. Les économistes, ce sont eux, en matière de crise, qui font des propositions de solutions de rechange aux politiques existantes. Mais quand tu fais ça, on dit que tu es l'ennemi de quelqu'un que tu as mis là-bas.
Mais justement, les économistes, les chercheurs de façon générale, est-ce qu'ils s'impliquent réellement pour que cette industrialisation soit une réalité? Je peux parler de mon cadre, purement documenté. On est venu pour faire Ecorise. C'était réellement les 1 million et quelques hectares. On a amené tous les pays de la CEDEAO et on allait amener le reste de l'Afrique. Parce que si aujourd'hui on développe le Niger sans que le Nigeria soit là-dedans, ils ont dit qu'ils vont prendre des armes. Moi, je suis le directeur du bureau pour l'Afrique de l'Ouest. La Guinée, ici seulement que la Guinée bloque la veine de l'eau. Et là aussi, nous autres, là, on va s'ajouter au Nigeria pour aller faire la guerre en Guinée. Donc, on a trouvé la formule de co-entreprise, le modèle de co-entrepreneuriat à vision de prospérité partagée entre ces nations et parties prenantes pour amener la stabilité, la paix et la sécurité. En dehors de ça, le champ solaire qui se trouve dans les régions sahariennes, certains appellent les régions d'Azawad, ça n'a aucune importance, n'est-ce pas? Tu t'appelles Brahma, tu t'appelles Ablaye, c'est la même chose. Là-bas, aujourd'hui, on a le champ solaire le plus large qui puisse ravitailler l'Europe à l'énergie. N'est-ce pas? Vous avez les terres les plus larges aussi, où on peut faire des verres, toutes sortes de choses, mais surtout, on peut faire de l'agriculture avec les Israéliens. Donc, vous voyez, le problème n'est pas que nous n'avons pas de ressources naturelles. Oh, non. Le problème n'est pas qu'on n'a pas de stratégie. Des Maliens sont sollicités par les Américains pour aller enseigner l'économie de la défense. N'est-ce pas? Et ici, on refuse qu'on enseigne nos gens, sauf si on les prend pour les amener au Pentagone, on les donne maintenant, on les forme là-bas. Mais quand on vient ici, on veut les former, on dit que non, celui-là, il est contre nous. D'accord. Parlons toujours des responsabilités. Nous allons parler de celui de l'État et un peu celui des chercheurs. Parlons de la responsabilité de l'université aujourd'hui. Est-ce que l'université contribue à l'amélioration du secteur de l'industrie au Mali à travers des recherches, par exemple? Oui, mais l'université a toujours impliqué. Le gouvernement du Mali, en créant l'ex-EHS, l'actuel UG, l'Université de gestion déjà, avait confié des missions très importantes. Je vais vous donner un exemple évident. Il n'y a même pas 3 années de cela, nous avons participé à une consultation internationale des Nations Unies au niveau de la MINUSMA sur la stratégie post-crise du Mali en mars 2015, où le livre blanc avait été dressé et j'ai intervenu comme consultant du CRAPES sur la politique d'industrialisation du secteur privé au Mali. Il y a eu près de 39 recommandations qui ont été faites et ces recommandations ont été remises à l'époque au ministre de l'Industrie à l'époque. Et la plupart des panels, l'actuel Premier ministre, M. Boubey, était le président de la commission défense et sécurité à l'époque. Moussa Mara était le président de la commission secteur privé. Donc c'est pour dire qu'on a fait des recommandations. Dans ces panels, il y avait des universitaires. Et les universités ont fait des recommandations, mais malheureusement, vous savez, l'agenda des politiciens et l'agenda des universitaires n'est pas le même. La réalité est que, comme je le dis en fait, il y a un goût d'inachevé. Nous avons réussi la décentralisation administrative. Il faut que nous allons vers la décentralisation des industriels. Vous avez des grandes régions du Mali. Je prends la région de Sikasso, par exemple. La région de Sikasso est un véritable réservoir de greniers des produits alimentaires. Pourquoi ne pas associer les universitaires dans le cadre notamment d'une réflexion globale pour que nous puissions faire réfléchir les modèles économiques qui sont basés sur les chaînes de valeur? Voilà la logique. Si je vous dis que, par exemple, près de 30% de la production de pommes de terre dans les villages de Sikasso pourrissent dans les villages parce qu'il n'y a pas de route. Et des mangues, il n'y a même pas de route. Mais cela pose un véritable problème de modèle économique. Il faut notamment décentraliser la recherche. Il faut décentraliser les politiques industrielles pour que nous puissions développer des centres de recherche et des instituts de recherche agricole dans ces régions. Le CNRA a fait sa part, mais le CNRA a besoin d'être réformé, dans le cas notamment d'être mis au service du développement agricole, du développement industriel au Mali. Tant que ces choses ne sont pas engagées, nous serons dans une situation où véritablement on ne pourra pas s'en sortir. D'accord. L'industrie, c'est également l'emploi. Monsieur Dr Coulibaly l'a dit. Aujourd'hui, la formation au niveau universitaire ne répond pas forcément à la demande de l'emploi. Alors, comment faire pour que, au niveau des universités aujourd'hui également, l'industrie puisse être une réalité? Je crois qu'il faut une collaboration entre non seulement les entreprises, mais aussi l'université, le programme universitaire. Faire la question de l'emploi, si vous voulez, une responsabilité partagée. Faire en
en sorte que l'entreprise en soi, à travers ses besoins sur le marché d'emploi, qu'elle puisse collaborer, ou bien qu'elle puisse autant pour moi collaborer avec les universités sur la matière de réflexion. Moi, je vais loin, la matière de réflexion des programmes universitaires, sur comment est-ce que ces programmes universitaires puissent sortir dans un cadre théorique, parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est très très pratique. Pourtant, les matières qu'on continue à enseigner à nos étudiants, les matières qu'on continue à enseigner aux universitaires, quelque part, on voit qu'ils sont en déphasage avec effectivement les besoins du marché. Pour pallier à cela, moi je pense que la première des choses à faire, c'est d'associer les entrepreneurs eux-mêmes dans l'élaboration du projet universitaire, des programmes universitaires. Un. De deux, il va falloir que le ministère de l'économie et le ministère de l'enseignement supérieur s'assument. Quand même, moi je crois que nous sommes à une époque où il faut valoriser la recherche. Il faut valoriser la recherche et le développement. Cela se passe par une vision de développement assez sérieuse. On ne peut pas aujourd'hui, si vous voulez développer un pays sur la base du néant. Le professeur tout à l'heure a parlé de Sigasso. Moi, je vais vous parler de Caï par exemple. Caï, aujourd'hui, on sait que le soleil, ça foisonne. Aujourd'hui, on sait. Nous sommes à un état de sous-exploitation de cette réserve solaire. Au nord, c'est la même chose. Pourquoi effectivement ne pas associer dans ce cadre-là les universitaires dans ce genre de recherche-là? Pourquoi ne pas même travailler avec des étudiants qui sont en Master 1, en Master 2, en phase terminale, pour qu'ils puissent avoir la main dans ces pattes-là, bien avant même qu'ils terminent leurs études? Donc moi, je crois qu'avec ces deux aspects, nous pourrons s'en sortir. Associer les entreprises et l'université en même temps qu'ils réfléchissent ensemble. Justement, poursuivez. Il nous reste 3 minutes, 1 minute pour chaque invité. La journée de l'industrialisation va se tenir le 29 novembre prochain. Selon vous, quels doivent être les axes prioritaires qui doivent être débattus lors de cette journée? La définition d'une vision. Moi, je pense que les acteurs politiques aujourd'hui doivent se remettre en question sur un seul point pour réussir ce défi. C'est aujourd'hui pourquoi je m'engage en politique, pourquoi je souhaite gouverner, c'est quoi ma vocation. Moi, je pense que cultiver cela en eux reviendra à penser une idéologie de développement axée justement sur l'idéologie d'industrialiser un pays. Et toutes les mesures qui vont venir après, pour moi, doivent être intégrées dans cette vision-là. D'accord. À vous, 1 minute, professeur. Pour le faire, il faut un modèle. Il faut un modèle de globalisation, à vision de globalisation des relations entrepreneuriales, à prospérité partagée dans la stabilité, la paix et la sécurité. C'est-à-dire que ce n'est pas possible, après l'arrivée de Barkhane et l'arrivée de l'aménagement, de se sortir sans un modèle de globalisation. Mais je vais dire, tout juste, si tu permets, ça c'est la seule priorité. Et ça complète sa priorité. Maintenant, ce que je vais vous dire, par exemple, si on avait une vision, l'arrivée de l'aménagement au Mali, le budget qu'il a indiqué, mais il fallait faire un modèle de captation de la richesse qui va être générée par leur présence, que ça ne soit pas vu comme nuisible. Et c'est en ce moment qu'on avait fait, on avait ce modèle à Samankoum, où tous les pays de l'aménagement sont venus là-bas. La qualité du poulet qui est produite, la qualité des fruits et légumes qui sont produits, une seconde, parce qu'on a mis un moustiquaire pour pouvoir empêcher les moustiques ou les mouches pour venir là-dessus. C'est-à-dire qu'on aurait dû dire à l'aménagement, tout ce que vous mangez, ça viendra des industries agricoles maliennes. Du Mali, d'accord. Quelle priorité pour l'industrialisation au Mali? Le drone. Je vais vous dire aussi qu'on n'encourage pas les gens qui inventent. Il y a un jeune, Diarra, qui a inventé pendant sa recherche le drone. D'accord, donc promouvoir les recherches et les innovations. Non, c'est clair que je suis tout à fait d'accord avec mes deux prédécesseurs. Il ne peut pas avoir de développement local, industriel, avec des solutions exogènes. Il est donc important pour le gouvernement d'impliquer le monde universitaire. C'est très important. Nous avons des solutions à ce problème. Nous intervenons dans d'autres consultations à l'international. Il faut qu'on associe les universitaires maliens pour élaborer des politiques industrielles pour le Mali. D'accord. Merci à nos invités, Dr Aboudraman Koulibaly, qui est le chef du département économie, comptabilité et gestion au complexe universitaire de Kabbalah, Khalid Dambélé, économiste au Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale, et le professeur Abdoulaye Niang, directeur du Centre de recherche Séné. Le réseau n'a pas pu permettre de faire réagir El Hadj Lanfia Kamara, premier vice-président de l'organisation patronale des industries. Débat réalisé par la rédaction de Studio Tamani, mise en onde assurée par Nouhoum Djiré, à la régie vidéo Gagné Kanté. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani.
Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.